Enfin, ça marche. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce dernier café scientifique de cette saison. Je suis ravie de voir une salle pleine pour cette thématique qui, je pense, nous interpelle tous. On a tous des anecdotes, des vécus. C'est le genre de thématique où je pense que tout le monde a quelque chose à raconter. Et donc, au nom de l'Université de Fribourg, je suis ravie de vous accueillir dans cette salle pour cette discussion. Avant de commencer, et je vais vous présenter Lauriane Schott, co-rédactrice en chef à Radio Fribourg, qui sera la modératrice de cette discussion ce soir. Mais avant de lui céder la parole, un petit mot pour vous dire que les cafés scientifiques, c'est pas une présentation, c'est pas une conférence, c'est une discussion. Et l'idée, c'est vraiment qu'il y a autant de spécialistes qu'il y a de gens dans cette salle. Justement, on a tous un vécu, on a tous une anecdote, on a tous des questions sur le sujet. Si vous vous êtes déplacé ce soir, c'est que vous avez certainement réfléchi à la question que nous allons aborder. Et donc, vous êtes tous invités à participer. J'ai coutume de dire que je paye mes modérateurs et modératrices à se taire, mais c'est votre job de les faire taire. Donc, vous êtes les bienvenus pour poser toutes vos questions. Il y a une seule règle pour que tout le monde vous entende bien et que pour la conversation soit fluide, pour que les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet puissent aussi nous suivre. Vous me faites un petit signe, juste après je me tairai et je serai juste votre bâton de parole. Je viendrai me mettre derrière vous et je vous donnerai le micro pour que tout le monde puisse bien vous entendre. À celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet, vous pouvez aussi nous transmettre vos questions. Ibrahim Nimaga, qui est à côté de moi, les relayera pour les réseaux sociaux. Et si vous n'êtes pas actif sur les réseaux sociaux, vous pouvez envoyer vos questions au 079 796 22 15. Je les relayerai également. Ne me téléphonez pas, je ne pourrai pas vous répondre pendant cette discussion. Bien, j'ai assez parlé. Je te laisse la parole, Lauriane, et je me tiens, moi, à votre disposition. Merci beaucoup, Farida. Alors, ce soir, vous le voyez, il y a plusieurs personnes devant vous qui sont là pour répondre aux différentes questions que vous allez poser, parce que vous allez poser des questions ce soir. Il y a tout d'abord, tout au bout, Madame Tania Auguet, qui est professeure en anthropologie de l'éducation et de la formation à l'Université de Fribourg. Bonsoir à vous. Il y a à côté d'elle Hugo Stern, le chef du service de l'enseignement obligatoire de langue française à l'État de Fribourg. Bonsoir aussi. Juste à côté, Isabelle Coyard, présidente de la Fédération des associations des parents d'élèves du canton de Fribourg. Bonsoir aussi. Et puis, pour terminer cette ronde, il y a Samuel Glana, directeur de l'école primaire du Schönberg à Fribourg. Ce que je vous propose de faire, c'est que lorsque vous voulez intervenir, vous intervenez simplement, vous avez chacun devant vous un micro, donc parlez dedans. Si dans le public, au cours de la discussion, il y a des questions, n'hésitez pas à intervenir, même si c'est par rapport à quelque chose qui a déjà été abordé juste avant. Le but, c'est vraiment que ce soit dynamique, qu'il y ait un échange autour de ces thématiques. Et peut-être aussi, dites-nous à quelle personne vous adressez votre question, ou alors chacun des intervenants ce soir saura quand c'est à lui de répondre. La thématique ce soir, c'est donc les relations parents-école. Je vais peut-être commencer avec Tania Auguet, cette première question. Vous êtes donc professeure en anthropologie de l'éducation et de la formation à l'Université de Fribourg. Quelle est la nature de ce lien entre les parents et l'école aujourd'hui ? C'est un lien qui est construit autour de l'enfant. L'enfant/élève, de sa scolarité, de son éducation. Et donc, pour que cet enfant puisse bénéficier d'un environnement cohérent, que les personnes qui le connaissent le plus, ses parents a priori, et puis ensuite ses enseignants, eh bien, il a besoin de cette collaboration. Donc, c'est une relation, c'est un lien qui se crée autour de l'enfant. Ce sont donc deux professionnels, en tout cas un professionnel et un parent qui cohabitent, qui se coordonnent autour d'un même être, sauf que ces deux personnes, ces deux adultes n'ont pas les mêmes rôles. Où s'arrête la fonction de parent et la fonction d'enseignant ? C'est de plus en plus complexe peut-être à le poser en termes de limites. Il y a vraiment une interpénétration entre ces espaces de l'éducation de l'enfant et de l'instruction de l'enfant. C'est des tâches communes.
Si on le pense en termes de territoires séparés, eh bien c'est finalement l'enfant qui doit faire le lien. Donc, on l'a vu avec le Covid, l'école est entrée très loin dans l'espace privé, le temps des familles. Et ça n'a pas été simple pour les familles, pour toutes les familles. Je crois que pour aucune famille, ça n'a été simple de faire face ou de s'adapter à une telle incursion de l'école dans l'espace et le temps familial. Isabelle Coyard, vous êtes la présidente de la Fédération des associations des parents d'élèves du canton de Fribourg. Vous êtes aussi maman. Durant cette période de pandémie, vous avez été confrontée directement à ces difficultés, cette sorte d'empiètement de l'école à la maison. Comment est-ce qu'elle a été cette période au niveau des relations avec les enseignants ? Alors, à la fin du Covid, j'ai remercié les enseignants parce que c'est là qu'on s'est rendu compte aussi en tant que parents le travail que faisaient les enseignants. Et puis, je crois qu'on était bien contents qu'ils recommencent l'école et puis que les enseignants reprennent la main sur les parents. Mais concrètement, alors comment est-ce que vous avez dû, vous, en tant que maman notamment, faire ce rôle d'enseignant aussi ? À quel point vous avez dû vous impliquer à ce niveau-là ? Alors c'était un peu compliqué, j'avais 3 filles avec 3 moyens de communication. Je pense que maintenant ça va être réglé avec Clap, mais c'était les moyens de communication. Moi j'avais des WhatsApp, il y avait des mails, il y avait un peu tout, donc déjà trouver les bonnes informations. Après du moment où je partais travailler, les infos arrivaient sur mon portable, mais je ne pouvais pas le consulter au travail. Donc après j'ai transmis à ma plus grande qui avait déjà un portable, donc c'était un peu compliqué à ce stade-là. Mais je crois que ça c'est quelque chose qui va être réglé avec l'application Clap. Et puis ça s'est mis en place grâce au Covid. Hugo Stern, Isabelle Coyard se tourne vers vous. Est-ce que la collaboration entre les parents et les élèves, les parents et les enseignants, les communications aussi entre ces deux adultes seront améliorées grâce à Clap ? Puis peut-être que vous pouvez nous juste expliquer ce qu'est Clap pour celles et ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est. Je ne suis pas un grand technicien, mais c'est un WhatsApp un peu différent, adapté à l'école et aux communications école-famille, avec des possibilités qui sont adaptées à la communication école-famille pour éventuellement traduire quelque chose. Donc c'est un outil. Clap, c'est qu'un outil. Il ne faut pas penser que c'est l'outil qui va régler la communication école-famille. Il faudra aller un petit peu plus loin. Je reprends et je m'associe aux propos de Mme Auguet. C'est deux partenaires complémentaires, les parents et l'école. Donc évidemment, l'outil, ça va faciliter le quotidien. Demain, pas de gym, prendre un pique-nique, etc. Bon, tout ça, c'est bien. Mais je dirais que l'essentiel de cette communication école-famille, elle est bien plus profonde, elle est bien plus essentielle. C'est une difficulté de là où je parle, pour un service d'enseignement ou pour un représentant de la DFAC, de la Direction de la formation et des affaires culturelles. C'est évidemment un enjeu. On avait les anciennes commissions scolaires dans notre canton, ça c'est vieux, c'était il y a plus de 10 ans. On n'était pas très contents de ce système, c'était compliqué pour les gens qui participaient, c'était compliqué pour les enseignants de l'autre côté. Ça a contribué peut-être à tendre un petit peu le climat entre enseignants et parents, parce que ça a instauré une certaine méfiance. Et puis on a biaisé un petit peu les rôles, parce que je suis vraiment un fervent défenseur de ces rôles qui doivent être bien définis, et non pas de la ligne blanche ou jaune ou verte qu'on pourrait mettre et qui a existé dans certaines écoles où on dit les parents d'un côté, vous amenez votre enfant maintenant, notre élève, et nous on le prend à partir de maintenant, puis on vous le rendra à 4 heures. Évidemment, ça ne peut pas fonctionner aujourd'hui avec les enjeux éducatifs qui sont ceux qu'on doit travailler au quotidien avec tous nos élèves. Donc on doit penser ça différemment. Ce n'est pas en termes de limites, ça je rejoins tout à fait le propos de Mme Auguet, c'est en termes d'une saine complémentarité qui respecte les rôles. On a parlé, il y a un professionnel, alors on peut attendre beaucoup d'un professionnel puisqu'il est payé pour ça et puis c'est son job, voilà, donc il doit rester aussi dans une certaine limite lui-même dans la manière de s'adresser aux parents et tout cela. Et puis en face de lui, eh bien, c'est un parent avec ses émotions, avec ses soucis, ses besoins. Donc il faut trouver, c'est pas toujours simple de trouver l'équilibre dans cette complémentarité un peu organique qu'on doit développer. Alors parfois c'est assez facile, il y a des gens qui ont ce feeling-là, pour d'autres c'est un petit peu plus compliqué, tant du côté des parents que des enseignants. Donc c'est à cette alchimie-là que l'on doit travailler si on veut une réussite éducative, une réussite scolaire, parce que tout ça, ça contribue au climat de l'école, dans son environnement. Et pour remplacer la commission scolaire dont je parlais tout à l'heure, on a mis en place des conseils des parents.
Voilà, hein, c'est pas, on ne peut pas encore parler d'une grande réussite, ça, voilà, ça fonctionne plus ou moins selon les régions, mais c'est, voilà, je pense qu'on n'a pas encore trouvé, c'est pas à travers cet autre outil-là, je pourrais aussi l'appeler un outil, c'est pas une autorité scolaire, etc. On a essayé de faire autre chose que la commission scolaire, mais c'est pas tout à fait satisfaisant, je le dis tout simplement dans ce que j'observe et dans ce que j'entends. Voilà. Samuel Glana, vous êtes directeur de l'école primaire du Schönberg à Fribourg. Vous travaillez avec des enseignants. Vous les rencontrez aussi parfois, ces obstacles pour que les collaborations soient optimales entre les parents et les enseignants? Alors, le contexte de mon école est vraiment particulier. C'est vrai qu'on a une très grande diversité culturelle, socio-économique. Donc, il y a un défi supplémentaire. J'étais précédemment directeur d'une autre école où le 99% des parents parlaient le français, avaient fait leur scolarisation en Suisse, donc connaissaient les codes de cette école-là. Au Schönberg, c'est très différent. Donc c'est vrai qu'avec les enseignants, on doit être créatif, on doit remettre en question peut-être nos manières de fonctionner d'avant, parce qu'il n'y a pas tout qui fonctionne. On atteint des limites dans le système. Donc c'est vrai qu'on rencontre ces difficultés. Des parents qui se lèvent après, même pour un entretien planifié, qui après 20 minutes, quand on annonce que ça sera un entretien qui va durer environ 45 minutes, et qui se lèvent parce qu'on est fatigué, on a travaillé toute la journée. Voilà, on n'a pas les codes. Et là, c'est vraiment... Le grand message qu'on doit avoir, c'est vraiment... Moi, j'aime bien parler de vision du monde, essayer de rejoindre les parents, avoir cette capacité de comprendre leur situation, de comment eux, quelle vision ils ont de l'école, dans leur culture, dans leur parcours, pour en tenir compte. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'adapter complètement, mais on doit minimalement en tenir compte. Parce qu'on ne peut pas... j'ai plein de petits exemples d'entretiens où, par exemple, un interprète me dit, là, je dois changer de rôle, je dois faire la médiation culturelle. Monsieur Glana, il faut que je vous explique. Et du coup, ça me permet, moi, de continuer mon entretien en disant, OK, maintenant, je ne peux pas continuer avec dérouler mon processus habituel ou ma manière de communiquer avec. Donc, ouais, on doit s'adapter. Est-ce que ça veut dire que c'est quand même surmontable? Alors, au contraire, c'est totalement insurmontable, ces difficultés-là liées notamment à la culture? Elles sont surmontables. Après, il faut avoir envie, il faut avoir l'énergie. Et puis, après, les enseignants, c'est un sacré challenge parce que ils ont une classe, ils ont autant de situations que d'élèves, avec chaque fois des situations différentes. Et on ne peut pas dire, avec ma classe, je peux faire comme ça. Par exemple, les réunions collectives, dans l'école du Schönberg, ça ne marche pas tellement. Alors, c'est dommage parce qu'il y a l'intention de rassembler les parents, mais de mettre les parents face à un intervenant qui parle pendant un long moment, les parents, ils n'arrivent pas à accrocher à ça. C'est ce qu'on faisait comme dans le moyen de communication préalable, ce que je faisais à la BRIA, réunion futur AH, on rencontre les parents, des élèves qui vont entrer dans leur scolarité pour leur expliquer un peu le fonctionnement. Alors, à la BRIA, les questions, c'était les horaires, c'était les demandes de congés, et puis un petit peu le reste, mais le reste, ils connaissaient. Donc, c'est ça surtout l'intention. Est-ce on peut changer des choses ou pas? Combien de classes? OK. Faire comme ça au Schönberg, y a des gens qui se lèvent après 10 minutes, après quart d'heure. Donc, on voit bien que ça ne marche pas. Donc là, on a, avec des enseignantes motivées, avec le soutien de personnes motivées qui travaillent à la cohésion sociale à Fribourg, avec une direction motivée, on a essayé de faire autrement. Et puis, on a fait autrement au Schönberg. Après, on a fait autrement à l'école du Jura. Puis, on essaye. Et puis, en tout cas, c'était nettement mieux. En tout cas, avec des retours qui étaient positifs, avec une participation des personnes, des enfants, des parents. Donc, on y arrive. Ça demande de l'énergie. Mais vous avez quelques exemples justement de comment est-ce qu'on fait pour faire différemment, pour s'adapter à tous? Alors là, on s'est rendu compte, on a mis dans notre école cette année, pour cette réunion Futur H, vraiment pour donner cette illustration. Donc avant, c'était un PowerPoint d'une réunion, tout le monde s'installe, on explique, les différents intervenants prennent la parole, toutes les enseignantes s'investissent, très bien. Là, ce qu'on a fait en premier, c'était vraiment ce que disait Hugo Stern auparavant, devenir parent d'élèves, c'est entrer dans un monde, au sens propre et au sens figuré. Ça veut dire qu'en ville de Fribourg, quand on devient parent d'élève, alors oui, l'enfant va entrer à l'école, aura une enseignante, dans une école où il y a plusieurs classes, plusieurs enseignantes, où il y a un travailleur social, où il y a une infirmière scolaire, où il y a une médecin scolaire, où il y a
un service administratif scolaire où il y a une responsable des devoirs surveillés, où il y a une responsable des activités culturelles extrascolaires, où il y a un responsable du sport scolaire facultatif. Le monde de l'école est vaste. Donc, on a préparé une soirée un petit peu sous la forme d'un comptoir, la première, où les gens pouvaient venir découvrir, c'est comme ça que ça s'appelait, Découvre ton école. Et puis les parents ont pu se promener un peu dans ces différents postes. Il y avait Mémo, la bibliothèque de la ville qui était présente, Livre-Échange. Donc là, vraiment, merci beaucoup Lisa. Hein. Mais parce que voilà, d'essayer de réfléchir à aussi rendre accessibles les activités parascolaires à cette population-là. Après, on n'a pas pu vraiment parler d'école à proprement parler à ce moment-là. On a rencontré les gens, on a créé un premier lien. Puis on a mené une deuxième réunion plus tard. Donc première réunion, c'était sur inscription. J'avais potentiellement 72 élèves, je crois, qui étaient inscrits, 20 inscriptions pour cette soirée Découvre ton école. Mais 40 présences. Et un sentiment de satisfaction des enseignantes qui ont participé à ce moment-là. Il y avait des étoiles dans les yeux, c'était merveilleux. Avant, on m'avait dit, Samuel, ça ne sert à rien de changer, ça va rien changer. Pourquoi on change, ça ne changera rien. J'aime beaucoup. Alors, voilà, on a changé, ça a changé. Deuxième réunion, on s'est dit, OK, maintenant on a lancé ce mode différent, il faut qu'on fasse différemment pour parler un peu de comment c'est être élève en H. Donc on a fait, chaque enseignante a participé à un groupe, on a mis en place 6 ateliers dans l'école. Les parents qui étaient là ont été formés en 6 groupes et ils ont participé avec leurs enfants à 6 postes, où par exemple, un poste, on présentait tout ce qui était autour du mouvement et du programme Senso 5, donc l'éducation nutritionnelle, et les enfants ont pu goûter des choses. Des habits étaient là sur la table pour expliquer comment il fallait équiper son enfant pour aller à la forêt en hiver, comment il fallait l'équiper quand on allait en été, des produits qu'on pouvait utiliser ou la petite plaque pour enlever les tiques. Et concrètement, voilà, on a déjà appris du vocabulaire aux élèves parce qu'il y avait déjà tous ces vêtements qu'on nommait. On pouvait montrer des choses. Le poste où j'étais, c'était un peu moins adéquat parce que je parlais de bulletins scolaires, de calendrier scolaire. Et là, la place des enfants était moins adéquate, donc on fera mieux l'année prochaine. On va réfléchir. Mais là, du coup, les parents sont passés de poste en poste. On avait des petits groupes de 7-8 parents avec leurs enfants. Et du coup, on peut avoir de l'interaction. Donc, on était dans une dimension interactionnelle. Il y avait des interprètes qui étaient présents pour aider les familles qui ne parlaient pas le français. C'est vraiment un moment, en tout cas, où oui, ça a demandé du temps, de l'énergie. Mais, en tout cas, le lien, parce que c'est ce mot-là qui est important, il a été créé. Hugo Stern, vous qui êtes donc le chef du service d'enseignement obligatoire de langue française, Monsieur Glana nous donne cet exemple pour créer des liens, pour faire connaître son école aux élèves, aux parents aussi. Là, c'est un cas particulier dans l'école d'une Schoenberg parce qu'il y a tout un tas de cultures qui se mélangent. Mais finalement, qu'on soit parent d'une culture comme toutes les autres, d'une culture différente, Monsieur Glana le disait, devenir parent d'élèves, c'est un monde complètement différent. Est-ce que ce genre d'initiative pour vraiment faire connaître le fonctionnement de l'école, faire connaître toutes ces choses, alors peut-être pas autant dans le détail à voir, mais ce ne serait pas une possibilité qui pourrait être mise en place simplement pour, en fait, tous les parents du canton de Fribourg? On a fait quelques tentatives, notamment avec un film, plusieurs films sur expliquer la scolarité dans notre canton avec les principales langues de la migration. Donc on a tenté, mais c'est des éléments qui sont déposés sur le site de la DEFAC, il faut y penser, il faut y avoir accès, ça vieillit très vite, donc il y a une difficulté de ce côté-là. Moi je crois de plus en plus au génie local, c'est un peu ce qu'on vient d'entendre là, de la part de M. Glana, qui nous explique très bien ce qu'il a mis en œuvre, qui correspond à son public. Je pense que de moins en moins, on va pouvoir décréter des solutions cantonales. Oui, on va donner un cadre, on va rappeler l'importance du lien, on va donner quelques pistes, partager de bonnes pratiques, ça me semble tout à fait une bonne idée et cohérent, mais en même temps,
ne pas imposer trop d'éléments, parce qu'on va avoir autant de contextes différents à peu près qu'on a d'écoles, parce qu'on a chaque fois des typicités, des particularités, et je crois vraiment que c'est les questions que l'on se pose sur place. Alors nous, on est là pour faciliter les choses, service de l'enseignement, hein, service, c'est bien pour donner des outils, donner des moyens, accompagner, valider des éléments et des initiatives, les partager, comme je disais tout à l'heure, pour qu'elles essaiment, et puis que finalement, là où on a un petit peu moins d'idées, on en trouve. Il faut faire des expériences. Là, on a beaucoup entendu parler d'empirisme, finalement, à travers ce que disait monsieur Glana. C'est une pierre après l'autre, on essaye, on fait différemment, on s'adapte. Puis une recette qui a marché pendant 10 ans, tout à coup, elle ne marche plus. Puis maintenant, en général, ce qui a marché pendant 3 ans, ça ne marche plus. Donc, il faut s'habituer à cela. Il faut donc à nous de donner un cadre rassurant au niveau du canton, un cadre clair, des impulsions et des moyens, mais de laisser des initiatives au niveau local pour qu'elles répondent vraiment aux besoins. Par contre, des éléments de traduction, des éléments de documents officiels, etc., dans les principales langues de la migration, ça c'est un peu notre boulot, parce qu'on ne peut pas le faire au niveau d'une seule école, c'est beaucoup trop lourd. Isabelle Coyard, vous avez contact avec tous les parents, en tout cas qui se tournent vers vous au sein de cette association des parents d'élèves. Vous avez l'impression que les parents connaissent le fonctionnement de leur école, ou alors il y a encore pas mal d'inconnus là autour? Non, je pense que la première inconnue, c'est déjà juste l'établissement. C'est vrai qu'à Bulle, en fait, et la Tour de Trême, les enfants qui vont rentrer en H vont visiter leur classe en mai, juin, en fait. Donc, ils ont l'occasion. Et puis après, ils sont parrainés par les plus grands de la classe qui vont être en 2H. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose, c'est que déjà que l'enfant puisse voir l'endroit où il va aller à l'école, puis après toute l'infrastructure, je pense que c'est aussi important, la cantine, l'accueil extrascolaire. Donc ça, je pense que c'est déjà un premier pas. Ils peuvent aussi rencontrer leur future maîtresse. Donc je ne sais pas si ça se fait partout dans le canton de Fribourg, mais ça, je pense que c'est déjà une bonne chose. Et au niveau du CO, je pense que là, c'est aussi un pas important, parce que nous, à l'époque, on devait prendre le train, c'était toute une litanie pour aller à l'école. Et puis, je pense que ça aussi, de se retrouver aussi devant le directeur à attendre qu'on vous appelle, ça, je pense que c'est des méthodes qu'il faudrait peut-être abolir. Je sais que dans certains CO, il y a une liste, et puis les élèves peuvent déjà voir la liste, en fait. Donc ça enlève aussi la pression, autant au niveau des parents qu'aux élèves, parce qu'ils ne savent pas s'il y aura encore un élève de leur classe qui sera avec eux. Donc ça, je pense que c'est des tensions qu'on peut enlever avant. Et puis au CO de Bulle, ils ont fait une vidéo, justement. C'est les 3e années qui ont fait le montage vidéo, avec justement une présentation de l'école, de la cantine, tous les services qu'il y a dans l'école. Donc je pense qu'une vidéo en plus, il n'y a pas besoin de la traduire. Donc je pense que c'est une bonne méthode pour enlever toutes les tensions qu'il peut y avoir autour de l'école. Je vous rappelle encore à toutes celles et ceux qui sont dans le public, vous pouvez poser des questions si vous en avez, que ce soit lié aux thématiques qu'on est en train d'aborder maintenant ou plus largement sur les collaborations parents-enfants. Donc n'hésitez pas. Je vais venir sur une autre thématique, si on veut bien. Oui, il y a donc une question. Oui, j'ai d'abord une réaction d'une internaute par rapport à ce que vous avez évoqué pour l'instant, par rapport aux réunions de parents. Alors, l'internaute va dans le sens que les réunions de parents ne servent quasiment à rien, mais une rencontre individuelle, oui. Et par contre, elle fait le constat que ça demande du temps et d'énergie. Donc, peut-être le parallèle par rapport à cette réaction, c'est finalement qu'est-ce qu'on demande aux enseignants aujourd'hui. Est-ce que c'est enseigner ou ça allait au-delà en fonction du temps et de l'énergie qu'on leur consacre? Qui est-ce qui veut répondre à cette question? Peut-être Samuel Glana? Alors, ça dépend de tous les objectifs qu'on se fixe. Pour moi, l'école, elle a quand même un peu la mission aussi de créer la communauté de parents. Parce que je suis aussi papa de 3 enfants, et puis j'habite dans une commune avec plusieurs villages, donc on ne connaît pas forcément tous les parents de tous les villages. Et c'est aussi créer ce réseau-là, c'est-à-dire aussi créer un réseau de parents qui ont leurs enfants dans la même classe ou dans le même degré. Et ça, par des entretiens, on n'arrive pas à l'atteindre. Il y a aussi que on a à l'école quelquefois des soucis à gérer, des conflits qui n'ont pas forcément leur origine dans la cour d'école. Donc inévitablement, on doit intervenir, on doit prendre en charge ces choses-là. Et si les parents se connaissent, on peut aussi les responsabiliser. Ils ont aussi un levier de changement sur la résolution d'un conflit qui se passe sur le chemin de l'école ou dans le quartier ou le week-end. Alors que s'il n'y a pas ce réseau qui est créé,
on va se retourner vers l'école, vers le travailleur social de l'école pour gérer ces choses-là qui ne sont pas tout à fait du ressort de l'école. Si ça c'est l'objectif, alors oui, les réunions qui rassemblent les parents ont un sens. Après, c'est sûr que si on parle de la situation scolaire de l'élève, oui, l'entretien, c'est le dispositif qui répond à ce besoin-là. Tania Auguet, vous voulez compléter? Je voudrais peut-être dire que si on veut qu'il y ait enseignement-apprentissage, ça ne peut pas se nourrir tout seul dans le vide, ça se nourrit de la relation. Et ça se nourrit de la relation entre un enseignant, une enseignante et ses élèves, et aussi avec les parents. Donc, quand on dit est-ce qu'on doit enseigner où, ce n'est pas une alternative. On ne peut pas enseigner dans le vide. On enseigne à une personne avec ses parents qui sont derrière. S'il n'y a pas la relation, eh bien, c'est un enseignement qui tombe un peu comme ça, effectivement, dans le vide. Donc, il ne sert à rien. Donc, c'est vraiment indispensable de créer cette relation. Et ensuite, ce sera beaucoup plus fertile pour développer des connaissances, des compétences. Cette relation, elle est essentielle, vous le dites. Par contre, parfois, on a beau tout mettre en place pour que ces relations elles soient bonnes entre les parents, l'enseignant, les élèves, mais il y a quelques fois où ça ne donne rien, il y a des tensions, il y a des frictions. Les parents ou les enseignants peuvent se retrouver démunis. Qu'est-ce qu'on fait alors dans ce genre de cas? Tania Auguet, peut-être? Eh bien, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et on essaye d'analyser la situation. Et en analysant justement la relation. Donc, on s'intéresse à l'autre, à les difficultés qu'il peut peut-être rencontrer, l'élève, ses parents. Mais en premier, à mon avis, en tant que professionnel, on doit se poser la question de qu'est-ce que je fais moi qui fait que cette relation, elle ne fonctionne pas bien, et qu'est-ce que je pourrais faire autrement. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est indispensable, c'est cette réflexivité. C'est ça que j'aime beaucoup quand j'entends Samuel Glana, c'est de se poser tout le temps des questions et de ne pas rester à ronronner sur ce qu'on a toujours fait et de se dire ça marche plus, les parents de maintenant ils sont plus comme avant, et puis etc. Et se plaindre et montrer les déficits des parents. Mais de se dire, il faut inventer quelque chose de nouveau. Finalement, c'est ce qui permet à l'école de bouger aussi, d'innover. Et là, ça me faisait penser au titre d'un rapport québécois sur l'école inclusive qui dit « L'école riche de tous ses élèves ». Et aussi des élèves avec qui ça ne fonctionne pas parfaitement tout de suite, et donc les parents, parce que finalement, c'est eux qui questionnent les professionnels et qui leur demandent d'être vraiment des professionnels qui sont curieux, qui se posent des questions, qui cherchent à progresser, plutôt que de regretter un monde idéal qui n'a jamais existé, en fait. Hugo Stern, vous voulez compléter? Oui, ou poursuivre un peu ce raisonnement et ces explications autour de finalement la norme, parce qu'on est encore très imprégné d'une norme. Qu'on soit parent ou qu'on soit enseignant, cet élément-là, il nous imprime d'une certaine manière assez fortement. Ce n'est pas une norme négative, mais c'est parfois un idéal pour l'enseignant, pour les parents de même. Et puis cette norme, elle nous freine à l'école souvent dans nos innovations et nos volontés d'avancer et de faire différemment. Moi, je rêve qu'on puisse quitter une certaine norme pour aller chercher les élèves vraiment là où ils sont, pour relativiser, comme on le fait très bien dans l'école de M. Glana, relativiser le plan d'études quand c'est nécessaire pour mettre d'autres priorités, mais en travaillant bien sûr dans l'intérêt des élèves, de leur développement le meilleur et le plus harmonieux possible. Donc ça, j'ai aucun souci là-dessus. Mais ce rapport à la norme qui est très fort et qui est parfois renforcé par les parents, parce qu'ils nous disent, quand on dit, écoutez, on a une idée, on va faire l'évaluation un petit peu différemment, on va peut-être mettre des notes au demi, parce que ce n'est pas nécessaire de marquer tous les petits bouts là, etc. Et puis ça ne nous sert à rien d'avoir des notes en dessous de 3 qui nous marquent l'insuffisance, et très insuffisant, etc. Ça sert à quoi? Rien du tout. Donc dès qu'on va un petit peu dans ce sens-là, on a une partie des enseignantes et des enseignants qui disent « Ouh là là, stop, on perd nos repères, on ne va plus rien tenir, on est déstabilisé. » Et puis, quand on arrive à passer un peu l'épaule, on a parfois une partie des parents aussi qui nous dit « Ouh, mais qu'est-ce que vous faites ?» Parce qu'on a ces représentations qu'on a toutes et tous
peut-être l'école, c'est l'élément pour lequel on a le plus de représentation ancrée, parce qu'on a nos propres souvenirs, ce qu'on nous a raconté, ce qu'on a vécu comme jeune enseignant ou comme parent. Et tous ces éléments-là, ils ont un certain poids sur le système, que l'on soit parent ou que l'on soit enseignant, encore une fois. Et c'est encore cette fameuse norme qui me gêne parfois aux entournures. Alors parfois on en a besoin, il ne faut pas tout jeter aux orties, mais elle a trop de poids et trop de place. Et je rêve vraiment qu'on arrive à passer un peu l'épaule pour avoir une pédagogie qui soit plus en faveur de l'élève au centre, vraiment, et moins de pression sur les épaules des enseignants par rapport au curriculum, par rapport à toutes ces choses-là, mais c'est compliqué, parce que tout le monde s'accroche un peu, et puis quand c'est ni les parents, ni l'école, c'est les politiques qui s'en saisissent et qui nous rappellent qu'il ne faut pas trop modifier les choses, parce que ça fonctionnait jusque-là, et puis etc., etc. Alors que je crois que vraiment ça doit évoluer de manière assez rapide, j'ai envie de dire, parce que les enjeux évoluent aussi très rapidement. Ça voudrait dire donc d'avoir autant de pédagogie ou de manière d'enseigner qu'il y a d'enfants dans une classe. Bon, là, on va décourager les enseignantes et les enseignants. Hein. Je pense qu'on parle beaucoup de différenciation depuis plus de 30 ans dans l'école fribourgeoise. Hein. On parle de la différenciation, c'est-à-dire d'aller quand même, c'est un peu cette idée d'aller chercher l'élève là où il est. Alors, on entend le message des enseignants et de leurs associations. Les effectifs sont importants dans nos classes, est-ce que vous ne pouvez pas nous baisser ces effectifs, faire différemment? Donc évidemment, on essaye de jongler. Alors le canton de Fribourg, ça va peut-être vous étonner, mais on a reçu le rapport suisse sur l'éducation, et puis on a un essaim de cantons en fonction de leur PIB et de leurs dépenses dans le domaine de l'école. Alors nous, on a une université, on a encore une autre école pédagogique et Dieu sait quoi, mais malgré tout, le canton de Fribourg est loin devant par rapport à ces 4,5 milliards de budget. On dépense énormément d'argent pour l'école. Alors bon, ça nous questionne parce qu'il y a beaucoup de besoins, il y a l'envie de faire baisser encore ses effectifs, d'avoir plus de soutien et d'appui dans les classes. Donc ça, pour moi, c'est un questionnement qui est vraiment fondamental. Donc plutôt que d'avoir du plus, je pense qu'on doit envisager les choses différemment. On doit mettre ces ressources ensemble, on doit enlever, on a un peu 75 petits tiroirs avec la mesure pour tel problème, l'autre mesure, alors on en a déjà beaucoup moins parce qu'on a travaillé avec le service de l'enseignement spécialisé depuis bien des années, avec nos collègues alémaniques qui ont une autre vision. On essaye vraiment de diminuer ce nombre de tiroirs pour avoir plus de ressources, pour donner plus d'autonomie aux directions d'école, en disant voilà, vous avez X équivalent plein temps de personnes disons, faire toutes ces tâches et accompagner ces élèves. Donc on essaye d'avancer un peu dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire de laisser une plus grande autonomie aux établissements. Alors bien sûr, une pédagogie pour chaque élève, pour répondre finalement à la question, c'est un idéal aussi. Je crois qu'on doit trouver un juste milieu, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'aller aussi loin que ça. Il faut être conscient que chaque élève est différent. La richesse dont on parlait tout à l'heure dans le titre de l'étude québécoise, c'est ça qu'on veut dire, hein, finalement. Si l'enseignant il doit faire 24 programmes différenciés, il ne va pas pouvoir le faire pour toutes les disciplines, ce n'est pas réaliste, il a beaucoup de choses à porter, mais par contre c'est d'avoir ça en tête, de savoir que il ne faut pas s'y prendre toujours de la même manière, il faut varier les approches et l'enseignement-apprentissage pour attraper un petit peu toutes les typicités des élèves, mais ça on en parlait déjà il y a très longtemps. On a une question par téléphone, par SMS plutôt. Il semblerait que les gens en ligne soient plus actifs que vous, messieurs, dames, ce soir. Essayez de les battre un peu. On a parlé avant un peu de nerfs de la guerre, donc on va revenir un petit peu là-dessus. Et la question que je reçois s'adresse à monsieur Glana. Notre auditeur ou notre auditrice aimerait savoir s'il reçoit plus de support du canton par rapport aux autres écoles pour l'égalité des chances. La deuxième phrase dit « Évitez aux parents de chercher à habiter dans des quartiers plus riches ». Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? Alors, hier matin, nous avions un rendez-vous avec un collectif de direction, avec notre conseillère d'État, avec M. Stern, pour justement thématiser sur la particularité de certains contextes. Alors oui, il y a beaucoup de mesures de soutien qui sont distribuées plutôt par une forme de régime quantitatif, à quelque part, proportionnel. Et puis après, il y a toujours des négociations qui sont faites. Alors après, c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup de la région où on habite. Dans l'école est structurée en arrondissement. L'arrondissement auquel j'appartiens correspond à la moitié de la ville de Fribourg, plus Grange-Paca, Givisier, Corminboeuf.
Mais c'est vrai que si on parle par exemple de l'école de Grange-Pacois, l'école de Givisiez, c'est aussi des écoles où la population s'hétérogénéise fortement. Donc d'enlever des unités de soutien de français au Schoenberg pour les mettre à Givisiez, ben, ce n'est pas forcément la bonne idée, de mon point de vue. Ma collègue directrice de Givisiez serait très contente. Hein, mais voilà. Mais après, ben, on sait que dans la plainte, on n'a pas envie d'entrer là-dedans. On doit essayer de gérer les ressources autrement, on doit essayer de réfléchir autrement. Donc oui, je pense qu'il y a des dotations. Il y a un dispositif qui a été mis en place dans mon école parce qu'on a aussi certaines formes de migration qui ne sont pas présentes partout dans le canton. Ça veut dire qu'on est lié aussi à un programme de Caritas qui va chercher des familles qui sont en situation de souffrance dans les camps. Donc double peine déjà. Et puis, ben, c'est souvent des enfants qui n'ont pas été scolarisés. On a des élèves, ben, comme au CO du Belluard ou de Jolimont, qui arrivent, qui ont peut-être 8, 10, 12 ans et qui n'ont jamais été à l'école. Donc, l'enclassement et la scolarisation de ces enfants, c'est un challenge qui est quand même un peu différent. Parce que oui, alors il y a déjà l'allophonie, il y a la non-scolarisation et il y a un parcours souvent traumatique. Alors, on n'arrive pas, le but, c'est pas de poser des étiquettes sur ces élèves, mais on sait que ça ne marche pas de les mettre dans une classe et puis dire il va apprendre. Donc on a pu mettre en place, grâce à des ressources aussi supplémentaires, un groupe où ben, les élèves sont enclassés dans des classes ordinaires. Et puis au début, ils sont dans les classes ordinaires pour faire le bricolage, les activités créatrices, le dessin, les arts visuels, le sport, la musique peut-être, l'anglais s'ils ont appris un peu l'anglais. Puis le reste du temps, ils sont dans ce groupe d'alphabétisation parce qu'ils doivent apprendre à lire, à écrire, l'alphabet latin. Donc oui, il y a toutes ces bases et fonctionner dans une classe. Donc là, oui, grâce à ces ressources, on peut vraiment accompagner. C'est vraiment alors une pédagogie très différente qui est mise en place. Mais moi, je soutiens vraiment en disant, mais s'il faut aller dans le quartier, s'il faut aller prendre les transports publics, c'est ça qui fait sens pour ces élèves. Parce que c'est ça qu'ils ont besoin. Le futur citoyen qu'on va former, il va devoir pouvoir se débrouiller dans la vie de tous les jours, pas seulement pour lire des trucs à l'école. Donc c'est vraiment super intéressant et la bonne nouvelle, c'est que maintenant ça fait un peu plus d'une année que ce dispositif est en place. Ces élèves ont toujours aimé venir. Monib, quand il est arrivé, il a traversé la cour d'école quand j'ai été le présenter dans sa classe, puis il m'a dit « Directeur, t'as une belle école !» Alors je ne sais pas si vous connaissez l'école du Schoenberg. C'est un peu cette mode architecture des années 70, tout en béton. Oui, il y a des jolis vitraux du hockey, mais c'est un peu tout. Mais à mes yeux, ce n'est pas la plus belle école du monde, dans mes yeux à moi, mais pour lui, ben, c'était la plus belle école du monde. Et du coup, il adore venir à l'école, Monib. Et encore, là, j'ai eu son grand frère aujourd'hui dans mon bureau. Voilà. Mais il a du plaisir à venir à l'école. Et si on arrive déjà à faire en sorte qu'il aime venir à l'école, qu'il ait du plaisir de progresser, qu'il soit fier de passer au CO, parce qu'il a suffisamment progressé, ben, moi, je trouve que ça, c'est des belles histoires qui font que ben, c'est vraiment chouette. Après, le métier d'enseignant, parce que ils sont quand même, eux, sous pression. Alors, en premier, c'est eux qui se la mettent, la pression. On est d'accord. Moi, j'y contribue. Mon chef de service aussi. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui veulent vraiment faire le mieux possible. Et puis, cette pédagogie individualisée, elle est impossible. Donc, on doit viser quand même une pédagogie universelle et variée, flexible, pour vraiment prendre le plus d'élèves avec. Mais j'ai beaucoup d'enseignants en disant c'est pas le métier qu'on a choisi il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans. Je dis non, le métier, il a changé, effectivement. Et puis après, soit on a la force, l'énergie d'évoluer, de continuer à... C'est un métier où on peut, comme dans beaucoup de métiers, hein, on doit évoluer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes, on veut viser loin, on veut viser haut, on veut accompagner chaque situation le plus loin possible. Et dans un contexte comme le mien, effectivement, on fait un peu l'assistance sociale. On fait, cet après-midi, j'ai eu un téléphone pour me demander s'il pouvait prendre rendez-vous chez le dentiste. J'ai dit, mes compétences s'arrêtent à un certain moment, mais je pense qu'il faut appeler un dentiste. Ou le médecin scolaire, mais pas le directeur de l'école. Voilà, mais voilà, c'est des sollicitations qu'on a, qu'on doit poser certaines limites à certains moments, et puis, puis accompagner. Et c'est vrai que il y a le système scolaire, il y a un CO, il y a une orientation avec des types de classes. Pour les enseignants de 7-8 âges, c'est aussi une pression d'aller le plus loin possible avec tous les élèves. Ouais, il y a un sacré job qui est fait du côté des enseignants. En tout cas, il y a des enseignants passionnés, engagés, qui font un magnifique boulot. Puis ça, ils ont toute ma reconnaissance. Il y a, je crois, une question dans le public.
Merci. Je voudrais faire une question par rapport aux horaires scolaires. Et je voudrais savoir si vous ne croyez pas que les horaires scolaires de 3 premières années sont assez difficiles pour les familles et que ça difficulte les relations. Surtout, ça augmente les différences entre les familles qui ont les moyens pour vraiment être avec leurs enfants ou faire des choses différentes, et entre les familles qui ont moins de moyens. Qui est-ce qui veut répondre à cette question? Merci pour la question. Gostern? Oui, peut-être juste expliquer ces fameux horaires. J'ai une petite fille qui a un H aussi, hein, donc je vois bien la complication de l'horaire. Et puis la deuxième, elle a un 6H, enfin la grande. Et c'est vrai qu'on jongle pas mal aussi parce que, évidemment, notre système fribourgeois fait qu'en 1H, on a, je dis de mémoire, mais 12 à 14 unités de 50 minutes sur toute la semaine. Et puis ça peut être assez variable d'un cercle scolaire à l'autre, comment c'est disposé dans la semaine. Il y a des temps avec les 2H, quelques unités, 8 à 10 ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, on a l'autre groupe. Hein. Donc c'est vrai que cette organisation-là, pour les familles qui doivent travailler, c'est pas tout simple. Je l'admets, c'est le modèle qui a été choisi en 2009. On a introduit cette deuxième année d'école enfantine dans notre canton assez tardivement par rapport à d'autres cantons. C'était un petit peu avant, enfin c'était dans l'idée d'Armos, hein, qui a ensuite, pour les cantons qui a adhéré, institué cette entrée en vigueur en 1H à 4 ans. Mais c'était aussi un peu ménager tout le monde dans notre canton, parce qu'il y a des réalités, vous le dites très bien, il y a des réalités sociales très différentes. Et puis on avait de fortes résistances. À l'époque, j'étais inspecteur scolaire quand tout ça se jouait, mais je me rappelle très bien qu'entre la ville et la campagne, il y avait deux visions complètement différentes. On avait à la campagne, on nous disait, mais laissez-nous nos enfants, qu'est-ce que vous voulez les faire commencer à l'école, les prendre aussi jeunes, ils jouent dehors, ils sont bien, etc. Et puis il y avait une autre partie de la population, plus urbaine en moyenne, qui nous réclamait en disant, mais quand est-ce qu'on aura 2 ans d'école enfantine dans notre canton, pour faciliter aussi la vie des familles, aussi pour plein d'objectifs beaucoup plus nobles et ambitieux, de stimuler les enfants, ils sont prêts, ils ont besoin d'entrer dans des apprentissages, etc. Donc c'était une sorte de compromis, je dirais, d'une certaine manière, c'est 1H avec peu d'unités. C'est assez différent dans bien d'autres cantons, où on a directement un peu plus d'unités, ce qui facilite un peu la vie des familles. Ensuite, d'un point de vue socio-économique, alors c'est sûr qu'il y a des familles qui ont beaucoup plus de facilité, qui n'ont peut-être pas besoin de travailler les 2 parents, pour qui c'est plutôt un avantage, et puis d'autres familles où c'est vraiment un casse-tête de trouver une organisation, puisque les 2 parents doivent travailler, ou est-ce qu'on est dans une famille monoparentale où on doit absolument travailler à plein temps, et puis ces horaires-là sont tout sauf pratiques. Alors ça, je le conçois. On a eu des velléités dans notre canton de mettre en place des horaires continus. Ça se casse chaque fois un petit peu la figure, parce qu'on a ces mêmes réactions que je stigmatisais un peu tout à l'heure, ville-campagne, il ne faut pas s'arrêter, c'est pas aussi clair que ça, mais on a quand même encore une vision des choses qui est plutôt de dire non, le temps de midi en majorité, non, les enfants rentrent à la maison, etc., alors que ça aiderait aussi bien des familles d'avoir par exemple des possibilités d'horaire continu. Ce n'est pas possible partout actuellement. Je ne sais pas si j'ai répondu plus ou moins à votre question. On le dit depuis tout à l'heure que l'éducation, elle évolue, elle a changé au cours des dernières années. Là, ce que vous nous présentez, ça remonte à 2009. Plusieurs fois, il y a eu ces volontés de changer un peu la manière des choses. Mais aujourd'hui, quand justement on s'intéresse de plus en plus aux besoins de l'élève, on met aussi plus en avant le côté il faut concilier vie familiale, vie professionnelle, ce qui n'est pas toujours compatible avec ces horaires décousus étalés sur toute une semaine. Est-ce que là aussi, il ne faudrait pas penser un petit peu à faire bouger les choses un peu plus pour que ça corresponde plus aux besoins et aux attentes actuelles de la société ? Alors, on a une nouvelle loi depuis une dizaine d'années, pas tout à fait. Celle d'avant, elle a duré 30 ans. Celle d'avant, elle a duré 100 ans. On a eu une loi scolaire qui a duré 100 ans ou 101 ans dans le canton de Fribourg. Ça montre une chose, ça montre ce qu'on voit aussi dans le domaine de la vie et de la société, du numérique, c'est le côté exponentiel. Donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, j'essayais de dire que ce qui était valable 10 ans, ça, j'y crois plus beaucoup. Donc, c'est
Alors heureusement, dans notre canton, on a fait une loi cadre. Ça veut dire une loi un peu épurée. D'autres cantons ont choisi de faire des lois bien détaillées. Nous, on s'est dit, tout ce qui est des détails, on met dans le règlement de la loi qui est du ressort du Conseil d'État. Donc, ces 7 personnes, ils arrivent encore à changer quelque chose assez rapidement si c'est nécessaire. Si on doit passer tout le processus législatif, on a commencé à travailler sur cette loi en vers 2001, puis elle est passée au Grand Conseil en 2014. Ça, c'est notre système aussi, hein, c'est notre démocratie, c'est le système suisse qui a ses avantages. On n'a pas de ministre de l'éducation comme dans d'autres pays qui va décider lundi matin, eh bien, mesdames, messieurs, on va changer, et puis c'est comme ça que ça va se passer. Non, nous, on a ce système-là. Alors, c'est un peu notre faiblesse. Alors, on a l'avantage d'avoir un côté très démocratique, les communes, le canton, les députés, les votations et tout ce qu'on veut. Mais en même temps, ça ne nous permet pas d'aller très très vite. Alors, évidemment, on a un très gros bateau, l'école. Hein. Ce n'est pas un tout petit véhicule qui se faufile comme ça sur l'eau dans la circulation. On ne peut pas le faire virer de bord. Les pays ou les cantons, on a essayé de changer à tout bout de champ de direction. Ça ne s'est pas toujours très bien passé, parce qu'après, on perd aussi les membres d'équipage. Alors, entre ça et puis cette immense inertie, il faudrait trouver un juste milieu. Parfois, c'est vrai qu'on ronge un petit peu notre frein. On aimerait aller un peu plus vite, mais il y a tous ces éléments législatifs qui nous prennent beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça, encore une fois, puis je le dis pour la dernière fois ce soir, moi je crois beaucoup à un cadre qui est assez large au niveau du canton, mais précis, pour avoir une école cantonale, pour avoir une ligne, mais en même temps de laisser de la marge localement pour qu'on trouve les bonnes solutions, pour qu'on avance. Et puis, c'est ce qu'on a dit un peu hier matin à ces 10 ou 12 directrices et directeurs qui étaient à la salle de conférence de la DFAC. C'était vraiment, on les a félicités pour leurs idées, leurs initiatives, leur créativité. Alors, ça fatigue tout le monde quand on dit « soyez créatifs », mais c'est néanmoins très vrai, très valable au niveau de l'école. On va revenir juste sur le cas que vous décriviez, l'école de Schönberg, l'école primaire du Schönberg, où ça demande beaucoup d'investissement, d'inventivité aussi aux enseignants, parce que c'est une situation un petit peu délicate. Vous le disiez aussi, vous avez des ressources peut-être supplémentaires par rapport à d'autres écoles, mais est-ce que de manière générale, on donne suffisamment de moyens aux enseignants pour que ça se passe bien ? Alors après, si j'entends mes collègues qui sont syndicalisés diront non, en tout cas les enseignantes. Après, alors oui, on peut toujours demander plus, mais on sait que ça ne sera pas possible. Donc après, moi je crois plutôt à essayer de réfléchir autrement. Alors suffisamment de moyens. Oui, si on me donne 3 équivalents plein temps dans mon école, je saurais quoi faire et puis on pourra faire des choses encore mieux. Mais après, on sait que si on rentre dans cette logique-là, ça ne fonctionne pas. On a cette intelligence-là quand même. Après, c'est vraiment... alors, autant il y a des enseignants qui sont passionnés, qui sont engagés, autant il y a des fois des enseignants ceux qui regrettent de... Moi, j'ai fait mon école normale, je pense il y a 25 ans, j'ai fini. C'était pas la même réalité. Et si j'avais pas fait de formation continue, si j'avais pas continué à réfléchir, à être réflexif, je serais inadéquat dans le système scolaire actuel. Donc, on doit faire évoluer ces pratiques et on doit oser des fois. Cet après-midi, j'avais des entretiens d'embauche pour des jeunes enseignantes qui veulent entrer en fonction dans mon école. Elles ont choisi de postuler au Schönberg, celle-ci. Puis, je trouve tellement touchant aussi de voir des jeunes futures enseignantes qui ont des idées, qui ont des projets, qui ont dit... En fait, moi, je me rends compte qu'il faut oser. Je dis, ouais, moi, je te soutiens si tu oses, si tu as envie d'oser, envie de faire autrement. On doit mesurer les risques, mais après, vraiment, il faut qu'on essaye. On n'est pas dans une... Oui, l'école que moi, j'ai vécue à l'école primaire, elle était... on avait notre dictée tous les vendredis, nos tests d'orthographe tous les vendredis, de maths. Voilà, c'était un fonctionnement. Maintenant, c'est plus comme ça. On vise d'autres choses. On a bientôt des tablettes dans nos classes. Donc, après, c'est une question d'optimisation, d'analyse, de réflexion, de priorisation. Alors, le chantier de l'école, il est conséquent. Hein. Les priorités qu'on nous fixe, elles sont nombreuses. C'est difficile de nous prioriser les priorités. Mais après, essayer de voir ce qui fait sens le plus pour notre école. Aussi, on a un concept de développement et maintien et développement de la qualité de l'école. Donc d'abord, maintien, ça veut dire valoriser ce qui est déjà fait.
Alors oui, après moi j'ai de la peine à aussi peut-être prioriser, puis je m'attaque à beaucoup de chantiers, comme la communication avec les familles, mais aussi on a réfléchi qu'est-ce que c'est, ça veut dire quoi apprendre le français au Schoenberg pour un élève, ça veut dire quoi enseigner le français au Schoenberg pour un enseignant, parce que c'est pas la même chose qu'à la Bria, non. C'est ça, et on doit se dire, ok, il y a des moyens officiels, il y a des balises du plan, qui sont liées au plan d'études roman, mais est-ce que vraiment ça correspond à notre réalité? Est-ce que vraiment on peut atteindre ces choses-là? Donc là, on se donne des moyens. Et je pense que c'est là, à un moment donné, on doit se donner des moyens pour se dire, ok, et on doit aussi accepter nos limites. Tania Auguet, je vais peut-être vous passer la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de collaborer sereinement entre parents et enseignants par rapport à il y a quelques années en arrière? On a tous, je pense, cette image de nos parents, de nos grands-parents ou même nous-mêmes, où l'école, c'était l'endroit où il fallait connaître ces tables de multiplication, sinon c'était les coups de règle sur les doigts. Il y avait quand même un respect de l'enseignant qui était peut-être différent d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus difficile, ou alors peut-être pas du tout, de collaborer entre ces personnes? C'est évidemment difficile de dire ça de façon aussi générale, mais je crois que la sensibilité de la société a changé et la société a changé. Auparavant, on avait moins cette idée qu'il fallait collaborer. La société était aussi moins diverse. Il y avait moins de diversité, donc ça fonctionnait aussi beaucoup plus sur les implicites, les choses auxquelles les gens doivent se conformer parce qu'ils sont censés savoir. Et puis maintenant, la société est plus diverse, c'est plus complexe, il y a plus d'enjeux peut-être, mais aussi on reconnaît plus l'importance de la collaboration. Et auparavant, on trouvait normal qu'il y ait une certaine partie des élèves qui sortent de scolarité, qui terminent leur école sans avoir de titre, de titres reconnus, de formation, et l'école et la société en général ne se préoccupaient pas d'équité. Et ça fonctionnait comme ça. La société pouvait tout à fait fonctionner avec le système des classes, avec des enfants qui sont destinés à devenir des ouvriers et dont on n'attend pas forcément qu'ils réussissent à l'école. Maintenant, tout a changé, y compris aussi les besoins du monde du travail, où tout le monde doit avoir acquis un certain nombre certaines compétences. Et finalement, il n'y a plus de place pour les personnes qui n'ont pas, ou il y a de moins en moins de place pour les personnes qui n'ont pas de formation. Donc ça devient vraiment un enjeu. C'est un enjeu de justice sociale, de ne pas laisser des élèves, des personnes en dehors, mais c'est aussi une question d'efficacité de la société, parce qu'avoir toute une part des élèves qui restent dehors, ça a des coûts sociaux. Donc c'est pour ça aussi maintenant, la sensibilité politique est bien meilleure depuis que des organisations comme l'Organisation de coopération pour le développement économique, l'OCDE, s'engagent pour l'école inclusive, pour l'égalité des chances. C'est pas prioritairement pour des questions de justice sociale, mais c'est parce que ça coûte cher d'avoir une école qui ne prend pas tous les élèves et ne les amène pas tous aux compétences dont ils ont besoin pour pouvoir être vraiment des membres à part entière de la société. Vous le dites, je vais faire un petit peu l'avocate du diable dans tout ça. Aujourd'hui, on a une école inclusive, on veut que chaque élève termine sa scolarité avec un certain titre, en tout cas le marché de l'emploi demande ça. Les enseignants vont faire tout leur possible pour accompagner ces élèves, les aider là où il y aura peut-être des difficultés, sauf que ça demande du temps, de l'énergie. Quand dans une classe, ça avance avec deux vitesses différentes, certains élèves qui avancent plus rapidement ou qui assimilent plus facilement certaines choses, d'autres qui vont peut-être un peu ralentir le rythme. Est-ce qu'on a le temps de prendre le temps pour ces élèves qui pourraient un peu retarder? Alors, ça ne marche pas qu'avec deux vitesses, mais tout plein de vitesses différentes. Et c'est là où est justement tout l'art de la différenciation pédagogique, qui est un vrai défi. Personne ne dit que c'est simple, mais c'est vrai qu'il faut enseigner différemment
peut-être plutôt qu'avoir cette multitude de spécialistes vers lesquels on envoie les élèves qui sortent de la classe parce qu'il a tel trouble et puis il a besoin de ci, puis là après il va là, etc. Et bien, d'avoir plutôt toute une autre organisation, ça se pratique dans d'autres contextes, dans d'autres pays, toute une autre organisation de l'école, plus souple, par exemple avec 2 enseignants tout le temps dans la classe, et pour que les rôles des enseignants, de ces 2 enseignants, puissent se compléter et jouer avec cette hétérogénéité des élèves. Donc il faut vraiment réinventer. Et c'est tout le temps et l'énergie qu'on prend pour ça, c'est du temps et de l'énergie qu'on économise par la suite. Donc ça vaut la peine. On a une question sur les réseaux. Tout à fait, toujours de l'internaute, je pense qu'il y a une châtelloise. Ça rejoint un peu une question où vous faisiez référence à la créativité. Donc sa question, c'est comment faire quand justement les moyens ne sont pas donnés et comme dans le canton de Neuchâtel, on réduit les postes pour des questions de coût. C'est une vision à court terme et qui à long terme coûtera beaucoup plus cher car des élèves qui décrochent, ce sont des bombes à retardement pour la société. Et elle termine par « il faudrait beaucoup plus de directeurs ». Je ne sais pas si c'est un clin d'œil pour vous, Monsieur Glana, mais voilà. Peut-être déjà par la fin, plus de directeurs. Alors ça, je suis convaincu. Pas plus en nombre, mais plus en dotation, à l'école primaire notamment, parce qu'on a toute une histoire au cycle d'orientation de plus de 50 ans de mise en place avec des directions, des adjoints, des administrateurs, enfin quelque chose qui fonctionne bien d'un point de vue en tout cas que ça roule. Et puis au primaire, c'est tout frais dans notre canton. On a été aussi sur la terre, un des derniers endroits où on a mis en place des directrices et des directeurs. Monsieur Glana et moi, quand nous étions jeunes enseignants, on n'avait pas de directeur, on était entre nous, on avait cette fameuse commission scolaire que j'ai décrite tout à l'heure. Et puis voilà, et un inspecteur qui était très distant, qui passait une fois de temps en temps parce qu'il avait un immense arrondissement, il connaissait à peine tout le monde. Donc cette réalité-là, c'est une toute autre époque, donc on n'en est plus là. Donc oui, maintenant il y a un mandat au Grand Conseil officiellement qui demande à ce qu'on aligne un peu mieux les dotations des directions d'école primaire sur celles du CO dans notre canton. Donc ça, j'ai beaucoup d'espoir avec cet outil parlementaire pour qu'on avance un peu, parce qu'effectivement le directeur et la directrice, c'était le sens de la question, a un rôle clé à l'école, parce qu'évidemment tout ce dont parlait M. Glana tout à l'heure, par sa fonction, il le facilite, il fait les liens avec le service d'enseignement, avec l'inspectorat, enfin, il a du temps administratif, pas assez, c'est ce que je disais tout à l'heure, il lui en faudra beaucoup plus, ou au moins une aide, un adjoint, une adjointe, etc. Mais cette fonction-là, avec tous les enjeux qui venaient d'être décrits, elle est rendue absolument incontournable, parce qu'il faut aider les enseignantes et les enseignants, déblayer une partie des tâches qui sont de l'ordre de l'organisationnel, de la vision à plus long terme, de préparer les réunions, de donner une ligne, etc. Ça, c'est absolument nécessaire. Je crois que, alors sur ce point-là, je suis à 100% convaincu par ce que dit cette personne-là. Les moyens, voilà. Alors nous, on a la chance d'être dans un canton. Alors tout est loin d'être parfait. Alors ça, j'en suis convaincu. Mais on a pas mal de ressources quand même, il faut le dire. Et puis il y a un moment donné où ça n'a plus de sens. Donner plus de ressources, parce qu'après il faut des personnes pour coordonner les postes qu'on a mis. On arrive dans une immense machine où l'élève n'est plus au centre. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on a et comment mieux mettre en valeur. Une idée, c'est évidemment le co-enseignement, le team teaching. Alors, on n'a pas assez de ressources maintenant pour dire on met 2 enseignants à plein temps dans chaque classe du canton. Ça, on va manquer d'enseignants. Ça sera la première réalité. Puis la deuxième, j'aurai pas les centaines de millions là, ils vont pas tomber tout de suite. Mais par contre, avec ce qui existe déjà, je pense qu'on peut faire différemment. Et même à Neuchâtel, je pense que c'est des questions de paradigme. Les enfants, on est un peu dans la partie francophone de la Suisse, je pense, comme en France, en imaginant qu'à un moment T ou M, tout le monde doit être à peu près là. C'est ce côté normatif. Alors,
Bien évidemment, les enseignants n'en sont plus là, les directions non plus. On réfléchit différemment, mais c'est encore, je le disais tout à l'heure, très ancré. Et si je regarde juste à côté, de l'autre côté de la Sarine, mon épouse vient de Saint-Gall, elle est choquée par notre système scolaire. Elle dit, mais chez nous, ils décrochent quand ils décrochent, laissez-leur un petit peu de temps. Hein, c'est une philosophie, bon, elle ne sait pas s'y livrer, et puis on ne va pas s'exciter que ça viendra quand ça aura du sens. Alors, il faut trouver le juste milieu, parce que ça ne va pas tellement coller à notre société qu'on connaît bien et dans laquelle on évolue, à notre propre mentalité. Mais quand même, il y a quelque chose de juste là-dedans, dans le sens que on devrait, la souplesse dont parlait Mme Auguet tout à l'heure, laisser du temps, arrêter de vouloir tout mesurer à tout bout de champ. Eh bien, ça, je pense que c'est des idées qui ont été déjà pas mal expérimentées dans d'autres pays. Alors, je ne crois pas tellement qu'on puisse aller en Finlande, puis photocopier leur plan d'études, leur manière de faire, et puis la recracher chez nous, parce que ça, j'y crois pas. On a un contexte, on a une histoire, on a des personnes qui sont là, des personnes de valeur, mais je pense que c'est des changements de paradigme importants qu'on doit envisager à Neuchâtel, à Fribourg et ailleurs, pour garder cette motivation des enseignantes et des enseignants, pour que cette profession elle reste réaliste et réalisable, mais en même temps qu'elle garde toute sa noblesse, dans le sens qu'on n'est plus dans l'application maintenant de normes et de choses comme ça, mais qu'on doit vraiment prendre ses enfants avec nous, ses familles, et puis avoir un rôle un peu plus large et un peu différent de celui de nos ancêtres enseignants. Merci beaucoup pour cette réponse et puis merci aussi pour cette question sur les réseaux. N'hésitez pas d'ailleurs à nous en poser, que ce soit par SMS, via nos réseaux et aussi dans le public puisqu'il y a une question. Madame. Moi, j'ai une question. Vous parliez des enfants qui évoluaient à des vitesses différentes. Est-ce que les classes à 2 niveaux, avec les enfants qui ont maîtrisé quelque chose, qui l'expliquent à ceux qui n'ont encore pas maîtrisé, ça ne serait pas une solution? Moi, j'ai vécu ça. C'était aussi un peu la théorie du père Girard. Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, vous avez parlé de autrefois, oui, on savait qu'il y avait ceux qui étaient au fond de la classe qui feraient des ouvriers. Mais les ouvriers, c'est quelque chose à valoriser. Un bon peintre, un bon électricien, un bon sanitaire, vous savez tous comme moi que c'est extrêmement précieux. Et je pense que les enseignants pourraient les valoriser, ces métiers-là. Merci pour vos questions. Alors, qui est-ce qui voudrait répondre? Tania Auguet. Oui, merci beaucoup pour votre question. Et puis, effectivement, ce n'était pas du tout mon intention de dévaloriser, hein, mais c'était vraiment de dire que y avait une autre représentation de la société et moins de valorisation des titres, effectivement, et des formations. Et maintenant, tout le monde a besoin de ces titres, même pour être... Enfin, chaque métier, chaque activité est devenu plus complexe. Et on a une grande chance en Suisse, c'est justement ce système de formation professionnelle par apprentissage. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose... Alors, on s'éloigne un petit peu de la relation école-famille, hein, mais disons à aussi revaloriser ou bien valoriser auprès de tous les enseignants, enseignantes, de ne pas dévaloriser auprès des élèves et de justement aussi expliquer aux parents qui viennent d'ailleurs qu'une formation par apprentissage, ce n'est pas une formation au rabais, etc. Bien au contraire. Donc, tout à fait d'accord. Néanmoins, justement, notre société maintenant nécessite que tout le monde ait une formation du secondaire, du post-obligatoire, que ce soit CFC ou autre, et c'est beaucoup plus difficile lorsqu'on n'en a pas, que ce soit une formation académique, professionnelle ou autre. Et par rapport aux classes multiniveaux, évidemment, effectivement, c'est tout à fait une des pistes. C'est justement d'avoir cette diversité, cette hétérogénéité, et que ce soit un outil, une ressource pour l'enseignement. Et le message du père Girard, il est toujours valable, je crois, sur ces questions-là. Il y a encore une autre question dans le public? Oui, merci. Ça a été dit au début, on a parlé du conseil des parents, donc vous voyez, il m'a fallu tout ce temps pour revenir sur la thématique du conseil des parents, ça m'a intriguée. Voilà pourquoi il n'y a peut-être pas beaucoup de questions, c'est qu'il y a tellement d'infos qu'il ne faut pas prendre le temps de formuler la question. Ça a été dit au départ que c'est un peu compliqué, ou en tout cas pas satisfaisant, le lien qu'il y a entre le conseil de parents, l'école, enfin ce lien-là. Une de mes questions, c'est, voilà,
quels sont les freins à ce fonctionnement entre l'école et les parents via le conseil de parents. Et dans l'analogie de M. Glana, de dire quand ça ne fonctionne pas, peut-être c'est à l'école de se questionner de pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'ici, on arrive à formuler les freins à cette relation-là et comment on pourrait faire que ça fonctionne mieux? Alors, j'ai l'impression que ce qui ne fonctionne pas très bien, c'est ce qu'on y fait dans ce conseil des parents. Parce qu'il y a eu... Je me rappelle qu'au démarrage de cette mise en place, j'avais rencontré des associations de parents. Et puis certains m'avaient dit, mais bon, si on n'y décide rien, finalement, est-ce que ça a de l'intérêt d'y aller? Donc ça, c'était un premier frein, je pense. C'était de dire, c'est plus une autorité scolaire comme la commission scolaire, où on disait, on va engager les enseignants, on va faire un préavis, etc., etc. Je ne pense pas qu'il faille revenir dans ce sens-là. Il faut développer le sens de ce conseil des parents. C'est ce qui n'a parfois pas été tellement compris. C'est vraiment pour ce lien, encore une fois, mais à un autre niveau. On a des liens à tous les niveaux. Il y a l'entretien individuel, il est nécessaire entre le parent, les parents, l'élève, l'enseignant, pour comprendre la situation individuelle. Et puis il y a tout ce climat scolaire autour de l'établissement, l'ancrage de l'établissement dans le village, dans le quartier. Et c'est là où le conseil des parents il a vraiment un sens, dans tous les aspects éducatifs aussi. Ce partenariat dans tous les aspects de vie de l'école. Et ça, on a eu de la peine, je dois dire, on a eu de la peine à le transmettre, à l'expliquer. Puis ça n'a pas fait beaucoup de sens, ça n'a pas appelé beaucoup de vocations. Pour se faciliter un peu la tâche, on avait dit, ben voilà, vous devez avoir un conseil de parents constitué d'une majorité de parents avec des représentants des communes, donc un, deux conseillers communaux, des représentants, le directeur ou la directrice d'école, et puis un ou deux représentants des enseignantes et des enseignants, mais toujours une majorité de parents. Et puis c'est là aussi qu'on a posé aussi une difficulté, parce que ben voilà, je pense qu'on n'a pas su valoriser correctement cet organe qui n'est pas, encore une fois, pas une autorité. Donc pour certains, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt d'y aller. Et puis, en même temps, de bien valoriser ce qu'on y fait, de quoi on y parle, enfin, qu'est-ce qu'on fait avancer avec ce conseil des parents. Et ça a été, je pense, une difficulté. Et puis maintenant, bientôt 10 ans après, je constate qu'il y a des endroits où ça a pris un certain dynamisme, et puis d'autres, vraiment pas tellement, j'ai le sentiment. On a de la peine à trouver, surtout les parents, pour y venir. Et puis... c'est un peu vide de sens. Donc je dirais que là, on a quelque chose à revoir. Alors c'est pas grand-chose, ce conseil des parents, par rapport à tout ce qu'on dit là, à tout ce qu'on explique. C'est un essai, mais pour moi qui est inabouti pour l'instant. On devrait vraiment reprendre le bâton de pèlerin, puis aller rediscuter avec les directions d'école, dans les communes, auprès des associations de parents, pour essayer d'allumer ce feu. Samuel Glana, vous voulez compléter? Oui, j'aimerais bien compléter en illustrant. Alors moi, j'ai vécu les deux réalités. Et je pense qu'on peut quand même faire l'analogie avec les commissions scolaires, parce que de tout temps, il y avait une question de mission et de rôle qui était attribuée. Et il y avait des fois de fortes confusions, des fois des non-élus au conseil communal qui étaient rapatriés sur une commission scolaire, et qui arrivaient là avec des intentions quand même de changer ou de pouvoir marquer l'école de leur village, alors que ce n'est pas leur mission. Là, en tout cas, chez moi, c'est compliqué actuellement, parce qu'aussi, c'est ce que j'ai dit quand je suis arrivé à la direction de cette école, parce qu'il y avait plein d'intentions. On m'a demandé de me positionner sur la méthode singapourienne ou le modèle chinois. Je dis oui, ok, j'entends bien, vous pouvez connaître mes valeurs, mes aspirations, ok. Je dis, mais moi, mon questionnement, c'est que là, autour de la table, vous êtes 8, vous parlez tous français. Je stéréotype rien, mais j'ai dit, mais en fait, ce conseil des parents n'est pas représentatif des parents de cette école. Et pour moi, c'est un souci, parce que ça veut dire que si on veut faire le lien école-famille, alors il faut que ça soit vraiment les familles qui soient représentées et pas le 7% de la population de l'école. Donc ça ne marche pas. Et après, les gens qui arrivent de nous avec des intentions de vouloir entrer dans la classe et dire comment il faudrait faire l'école, non, ce n'est pas votre rôle. Donc là, c'est vraiment des freins. Moi, j'ai eu plusieurs démissions. Je devrais avoir 8 membres, j'en ai plus que 4. On n'arrive pas à trouver de nouveaux représentants. Après, au niveau de la ville de Fribourg, on a un conseil des parents au niveau de la ville.
On a des sous-conseils au niveau des établissements. Dans les sous-conseils, il n'y a pas de représentant de la commune. Donc, c'est moi qui dois faire le lien avec... Ça ne simplifie rien et ça ne marche pas. Pour l'instant, ça ne donne pas satisfaction. Mais après, on doit réfléchir à de nouveau comment on peut impliquer les parents pour qu'ils prennent une place, même un parent issu de la migration assez récente qui ose s'affirmer et prendre cette place-là. Mais alors, de nouveau, ça, c'est les challenges de mon école. D'autres écoles de la ville, la même chose. C'est vraiment, je pense, à creuser vraiment sur l'intention, à clarifier le rôle qu'on leur donne. Quand on parle de climat scolaire, c'est quoi? Parce que dans l'école où j'étais avant, oui, ils ont bien compris qu'ils pouvaient soutenir les activités scolaires. Ils organisent des récoltes de fonds, ils s'investissent des journées entières pour que les camps puissent être maintenus. Et là, c'est vraiment génial parce que il y a vraiment un fruit de leur œuvre qui soutient les intentions de l'école. Puis il y a une jolie collaboration. Tania Auguet, vous vouliez aussi compléter? Oui, sur les conseils soi-disant conseils de parents, parce qu'en fait, c'est des conseils d'établissement. Hein, c'est pas que des parents du tout qui sont là. Et je pense que c'est vraiment malheureusement un bel exemple de l'institution qui ne se donne pas les moyens de ses ambitions. C'est une création dans ce qui était la nouvelle loi scolaire. Mais vous vous souvenez, M. Stern, on était venu vous voir dans votre bureau avec Laurent Farny, qui avait fait son mémoire sur les associations de parents d'élèves, mais qui avait aussi commencé un peu à traiter de cette question des conseils de parents, parce qu'on voyait bien qu'au moment de l'instauration de ces conseils de parents, ça n'allait pas se faire tout seul. Donc la collaboration entre l'école et les familles, il ne suffit pas de dire « Ah, on est partenaire, c'est tout bon », et puis rien. Donc il fallait accompagner ça, il fallait, excusez-moi, mais quelqu'un au niveau du CENOF, du DOA, qui soit responsable le développement de ces conseils de parents. Il y a des expériences qui ont été faites dans d'autres pays qui montrent toutes les difficultés de créer ces organes-là. On aurait pu éviter de faire les mêmes erreurs. Mais tout ça, il faut mettre des moyens. Et puis c'est un petit peu notre problème, je trouve, du canton de Fribourg, c'est qu'on a rarement les moyens des ambitions, de nos ambitions, ou des ambitions qui nous sont fixées. Donc là, c'était un peu un échec programmé. Et moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'on risque de dire « Ah, vous voyez, les parents, on leur a créé ces conseils de parents, puis ils ne participent pas. Donc, en fait, ils ne veulent pas collaborer avec l'école. » Alors qu'on a créé quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner comme ça, tel que c'est conçu, tel que c'est pensé et pas accompagné. Merci beaucoup. Isabelle Coyard, vous voulez ajouter aussi quelque chose? Alors, pour être dans 2 conseils de parents au niveau primaire et secondaire, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau primaire, c'était plus difficile parce que les directeurs d'établissement sont arrivés plus tard, donc ils n'avaient pas l'habitude de collaborer avec les parents. Et les 4 directeurs d'établissement, à la première séance, ils ont dit « on est là parce qu'on est obligé d'être là ». Donc ça, c'était la première ouverture. Et par contre, ça s'est bien passé au niveau des CO parce que c'est vraiment des directeurs qui avaient l'habitude, qui avaient déjà une certaine prestance. Et puis, je pense qu'ils avaient moins l'impression d'être agressés. Après, dans certaines communes, ça s'est mal passé parce qu'il y a certaines communes qui voulaient garder leur commission scolaire avec leurs gens qu'ils avaient déjà autour. Et puis, ce côté politique qu'ils voulaient garder. Donc ça, ils ont dû le changer, mais pour certaines communes, ça a été difficile. Il y a même certaines communes qui ont refusé de prendre des membres d'une association dans le conseil de parents. Donc il y a eu un peu de tout, mais je pense qu'on peut avancer avec ça. Ce qu'il faut aussi au niveau du conseil de parents, c'est ce qu'on a fait sur Bulle, c'est qu'il y a un mail pour que les parents puissent les contacter. Donc c'est conseildesparents@bulle.ch par exemple. Donc ça, c'est vraiment important que toutes les communes, et c'est ce que j'ai demandé à M. Stern aussi, c'est que chaque commune crée une adresse mail pour que les parents puissent contacter en fait les parents qui sont dans le conseil. Parce qu'il y a même certaines communes où on écrit directement au conseil communal. Et puis ça ne fonctionne pas. Un parent ne va pas écrire au conseiller communal qui va changer dans 3 ans, l'adresse va changer. Donc nous, c'est aussi ce qu'on demande, c'est d'avoir une liste conseil des parents vraiment unique pour chaque commune et puis que les parents puissent s'adresser à eux. Après, en tant que fédération des associations de parents,
ce qui est bien par rapport à nous, c'est qu'on a une autre entité où on peut faire d'autres choses. On collabore aussi avec l'ADFAC. On est aussi dans une commission paritaire à Neuchâtel avec le CIIP. Donc on a une autre approche aussi de collaboration avec les autorités. Donc je pense que c'est important. Moi, je pense qu'il faut continuer. J'ai toujours bon espoir dans ces conseils de parents. En tout cas, sur Bulle, au niveau primaire, on fait avancer et on avance. Mais après, il faut aussi être soudé au niveau des parents. On n'est pas non plus des parents qui sont là que pour critiquer le système. On a aussi des parents qui arrivent avec des propositions. En général, c'est notre but, c'est de trouver des solutions et arrêter d'avoir cette étiquette un peu de critique qu'ont les parents. Merci beaucoup du coup pour cette question, comme quoi mieux vaut tard que jamais. Il y a aussi une autre question dans le public. J'aimerais revenir sur une question qui a été posée avant, la problématique donc, de la prise en charge des enfants du moment qu'ils sont scolarisés. Alors jusqu'à 4 ans, ça va bien parce qu'il y a des crèches, bon, il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de places disponibles dans le canton. Mais au moment où l'enfant entre en 1H, c'est la galère. Hein. Et ça pose des problèmes aux familles. Et si on veut parler justement du rapport et de la collaboration famille-école, ceci est un élément absolument central. Ce n'est pas une question de moyens. Hein. C'est, voilà. Il y a les familles qui ont des grands-parents à disposition, qui se débrouillent plus ou moins, mais normalement, une jeune famille où les parents ont entre 25 et 30 ans, les grands-parents, ils ont 50 ans. Donc, ils sont actifs professionnellement, donc cette possibilité n'existe pas. Et la galère, disons qu'une famille, dans la famille se trouve au moment où justement les petits-enfants sont scolarisés, c'est un problème presque insoluble. Donc là, moi j'aimerais voir une vision globale où l'école, je sais bien qu'il y a des obstacles presque insurmontables pour l'école en continu, la société n'est pas prête pour ça, mais il faut voir, disons, avoir une vision globale, école, accueil extrascolaire, hein, prise en charge aussi des plus petits à l'extérieur de cette grille horaire hein, qui en fait laisse l'enfant en rade dès qu'il quitte la salle des cours. Donc si on parle d'école, il faut un système global à partir du moment où il y a scolarisation. Est-ce qu'il y a alors cette vision globale, Hugo Stern ? Alors, il faut la construire parce qu'elle n'est pas encore là, hein, parce que tout est un peu séparé entre la commune, la TSAS, hein, pour les aspects de la petite enfance avant l'école, chez nous, l'école, hein, vous en parliez tout à l'heure, l'espace à midi, les trajets, etc. Tout ce que vous évoquez là, ça me parle bien. Hein, je vois tout de suite ma petite fille, ma fille. Et puis, cette vision globale, elle prend un peu de temps. Parce que moi, je trouve que, vous l'avez dit, ça a l'air assez compliqué. Parce que quand on sonde un petit peu dans le terrain, on a souvent des retours un peu décevants pour nous, parce qu'on se dit on va pouvoir avancer un peu, on va faire un pas dans cette direction-là. On avait par exemple l'idée d'avoir le mercredi, c'est un peu une idée inverse, mais le mercredi après-midi de libre au CO, un après-midi par semaine, parce qu'on a un horaire bien chargé au cycle d'orientation, pour faire des activités culturelles, sportives, pour faire autre chose, enfin. Et tout de suite, c'est un refus net hein, dans notre canton en disant ah non, mais ils vont aller faire des bêtises, voilà, non, c'est très bien qu'ils soient à l'école, et puis etc. Donc on a un peu là, on travestit un peu nos rôles. Le rôle de l'école, c'est pas une garderie, mais on doit avoir une vision d'ensemble de journée qui permettent aux familles de vivre. Et ça, on sent qu'on est encore trop morcelé dans nos responsabilités. C'est une vision politique dont vous parlez, hein, évidemment, parce que moi, je ne vais pas pouvoir tout seul changer les horaires et puis vous dire vous les gardez à midi. C'est vraiment une vision du Conseil d'État, du Grand Conseil, de pousser un petit peu ces réflexions-là. Mais en tout cas, dans les dernières tentatives, dans les dernières questions de députés à ce sujet-là,
c'est un petit peu la réponse, elle est assez non, on n'a pas besoin de changer, ou bien on renvoie chacun à ses responsabilités. Non, mais ça c'est le rôle des communes, ça c'est pas nous, ça c'est le rôle de la TSAS, parce que c'est un aspect de santé, de la petite enfance. Donc là, c'est vraiment une question de vision politique. Samuel Glana, vous vouliez prendre la parole à propos de cette vision? Non, alors c'était vraiment dans ce sens-là. Pour moi, c'est vraiment pas une question d'école, parce que alors là, on est en train de parler plutôt de structure d'accueil d'enfants, et puis l'école, c'est bien plus que ça. Et puis j'ai peur qu'on nivelle, quoi. Et puis c'était juste pour, en tout cas, ma position, c'est ça. Alors, c'est vraiment, je me souviens, peut-être qu'on avait eu la même quand on était à l'école normale, on avait eu une dissertation et c'était « La société a-t-elle l'école qu'elle mérite ?» ou « L'école a-t-elle la société qu'elle mérite ?» Je pense qu'elle est encore très d'actualité, cette thématique-là. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Il y a aussi une question du côté des réseaux sociaux. Exact. Après une question de Neuchâtel, je crois que c'est une question qui vient du Valais. Par une enseignante de ce canton. Elle est plutôt adressée à vous, Monsieur Stern. Donc la question c'est la suivante. En remettant en question la norme, comment trouvez-vous un certain consensus dans la relation famille-école, par exemple? En remettant en question la norme. La norme. C'est tout l'enjeu. Évidemment, la norme, elle nous rend bien service. Moi, toute la semaine, on me dit « Oh, mais les patrons, tu sais, les patrons, ils veulent ça, 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 ça. » Ou vous vous rendez compte, le secondaire 2, les exigences pour le secondaire 2, la barre, elle est là, etc. Donc la norme, elle est très présente, elle est au quotidien, elle m'accompagne, et puis c'est pour ça que j'en ai un petit peu marre. Alors j'avais marre de la ligne là, qui sépare les parents de l'école, mais cette norme-là, elle est pour moi beaucoup plus embêtante encore, parce que finalement, elle nous bloque aussi. Alors bien sûr qu'elle nous aide un petit peu, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on n'est pas prêt encore à se passer complètement d'un système de notation, on n'est ni politiquement, ni la société elle-même, ni l'école, on n'est pas prêt pour ça, on n'est pas mûr, et puis les tentatives qui ont été faites, elles n'ont pas toujours été bien réussies, bien pensées jusqu'au bout. Il y a des systèmes scolaires qui fonctionnent sans notes jusqu'à vraiment un âge relativement avancé, et ça fonctionne très bien, mais comme dit tout à l'heure, on ne peut pas prendre quelque chose ailleurs et puis le mettre chez nous, l'appliquer. Ça ne va pas fonctionner. Donc, moi, cette question de normes, c'est par petits pas qu'on va réussir un petit peu à négocier tout ça. Parce que je vous disais, les trois partenaires que je sens, moi, dans mon quotidien, c'est le monde enseignant, les directions d'école, les enseignants, les parents et le politique. C'est un peu mes partenaires dans ma fonction. Et là, vraiment, quand un bouge un peu, il y a des réactions des deux autres. Donc c'est vrai que cette norme-là, tout le monde doit réussir à la lâcher un petit peu. Et puis c'est par petites touches, c'est en modifiant un petit peu, en quittant une évaluation normative pour aller vers une évaluation soutien à l'apprentissage, c'est ce qu'on martèle un petit peu dans notre service, c'est-à-dire en faveur de l'élève, de son développement. Pour moi, ce n'est pas important de savoir si un élève... on est toujours dans la vision 4,91. Mais ça veut dire quoi, 4,91? Vous m'expliquerez, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ce n'est pas tout à fait bien, mais non, ça ne veut rien dire du tout. On va davantage dans notre société vers des compétences. Je vois que le monde professionnel, là, alors positivement, a bien évolué. Je pense à la formation professionnelle, où on fait faire aux jeunes hommes et aux jeunes dames des projets. On dit, tu ne vas plus me faire des choses qui sont un petit peu morcelées et qui n'ont pas de sens entre elles, mais tu vas nous organiser l'apéritif d'entreprise, de A à Z. Tu vas commander la marchandise, tu vas calculer, tu vas écrire les choses. C'est des tâches qui ont du sens. Là, je prends juste une image, mais on doit travailler dans cette direction-là, l'école aussi, on doit se préparer dans ce sens-là, et c'est là que nos plans d'études nous amènent gentiment, petit à petit. Alors, le plan d'études roman, il a déjà plus de 10 ans, mais il y a quand même l'idée de compétence qui est bien ancrée dedans. Donc en allant dans ce sens-là, on doit inévitablement se distancer de cette idée de classement très précise des élèves, de palmarès qu'on a connu à une certaine époque. On doit vraiment quitter ça pour aller vers autre chose, pour donner du sens aux apprentissages de chaque élève, pour valoriser chaque enfant. Pour moi, on a encore dans la tête pré-gymnasial, général, exigence de base, classe de soutien, ou là ça se gâte. Non, on doit, tout le monde, ça c'est notre mission à l'école. Alors là je fais un peu l'évangéliste, mais vraiment pour moi c'est essentiel qu'on change ce regard. C'est ça le regard normatif. C'est pour ça que c'est compliqué l'école inclusive, mais c'est essentiel
parce que c'est à travers ce mouvement-là qu'on arrive à changer, je disais changer de paradigme tout à l'heure. Moi, de mettre 5, de mettre des points, des demi-points, c'est pas ça. Ça, c'est la toute petite pointe de l'iceberg, mais c'est de changer fondamentalement. Et là, bien sûr que je rejoins bien l'enseignant du Valais, hein, c'est pas si simple, mais il faut faire quelque chose pour changer ça, parce que sinon, les trois, moi j'en vois 3, il y en a sûrement bien d'autres, des partenaires, mais dans mon raccourci, on se tient les uns les autres, puis il n'y a jamais rien qui va changer. Donc si on veut vraiment aller dans le sens d'une école qui soutient ses élèves et qui les amène, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs compétences, leurs facilités ou leurs difficultés, eh bien, on a un sacré bout de chemin. Mais il faut commencer par lâcher un peu cette foutue norme, parce que sans ça, elle ne nous amène pas grand-chose. Et puis les patrons, je peux vous dire, j'ai participé à une autre table ronde il y a quelques temps, des directions d'écoles de Suisse romande, et ils avaient invité un patron, justement. Et puis ce patron, il a dit, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas leur niveau en allemand ou en maths, etc. C'est vraiment leur capacité à collaborer, à changer rapidement, à avoir de la souplesse, à s'intégrer dans une équipe, ceci et cela et cela. Moi, j'entendais juste les capacités transversales du plan d'études. Et Dieu sait si c'est ça qui est important. Alors, il ne faut pas jeter aux orties toute la mécanique de driller nos petits cerveaux, d'apprendre des choses, de mémoriser toutes ces choses-là, de faire fonctionner le cerveau des jeunes, c'est essentiel. L'école, elle est aussi là pour ça, mais ça se résume de loin pas à ça. Il faut aller beaucoup plus loin. Et puis, en dernière fois, je pense qu'il faut oser se distancer déjà un petit peu de cette norme, mais je vous assure que ce n'est pas facile. Ça fait bien des années que j'essaye, mais on a encore du chemin. Merci beaucoup pour cette question et cette réponse. Je passe la parole dans le public avec une autre question. Volontiers. Donc j'ai 3 questions sur le feu, 2 dans le public et une par WhatsApp. Je vais peut-être transmettre celle-ci d'abord. Elle vient d'une maman qui a 2 enfants scolarisés à charge et qui est remplaçante depuis 2 ans au cycle 2. Et elle nous pose la question parce qu'elle aimerait entrer en HP à plein temps, mais elle ne peut pas. Et donc, sa question est la suivante. Le canton exige un bachelor enseignant pour être titulaire de classe. Quelles sont les solutions proposées pour les personnes qui souhaitent se former ou se reformer en cours d'emploi ? Elle parle des personnes, par exemple, de 30-40 ans, ayant des enfants à charge, qui ne peuvent pas faire ou refaire une HEP à plein temps et qui doivent se former pour gagner leur vie. Est-ce que l'un de vous a une réponse pour cette question extrêmement précise ? Oui. Alors, on travaille d'arrache-pied à rendre possible des formations en cours d'emploi. Alors, ça existe dans d'autres cantons. Et puis, pour nous, c'est essentiel qu'on le développe dans notre propre canton pour que les gens... Parce que les gens qui vont se former ailleurs, il n'y en a qu'une petite partie qui reviennent. Et on a besoin d'enseignantes et d'enseignants dans notre canton. Donc les Quereinsteiger, comme on pourrait les appeler, ces personnes qui ont déjà un parcours de vie et qui souhaitent se mettre dans l'enseignement. Alors ce n'est pas un parcours évident, ce n'est pas donné, c'est une formation exigeante. Ça, c'était une volonté générale, d'avoir des enseignantes et des enseignants dûment qualifiés qui ont parcours. On parlait de tous ces diplômes tout à l'heure, c'est valable aussi pour les enseignants. Moi, je suis un pauvre normalien. Et puis, vous avez maintenant un bachelor, et puis certainement un jour, ça ira plus loin. Alors, il faudra se poser la question, est-ce que ça a du sens ? Parce que c'est aussi une profession de l'humain avant tout, donc il faut trouver aussi un juste milieu là-dedans. Mais la possibilité d'avoir une formation en cours d'emploi, elle existe déjà, seulement elle n'est pas toute évidente. Et au niveau du canton, on a insisté auprès de l'université pour que ce soit possible pour la pédagogie spécialisée. C'est là que le bas blesse le plus. C'est en pédagogie spécialisée qu'il nous manque des enseignantes et des enseignants formés, chez les alémaniques, mais aussi chez les francophones. Donc toutes les possibilités de formation en cours d'emploi doivent être développées, intensifiées, pour que l'on puisse avoir, et souvent, les personnes qui ont un autre parcours, ça répond aussi un peu à la question de madame tout à l'heure, de dire, mais valoriser toutes les professions, si on veut des enseignants qui puissent le faire aussi naturellement, c'est intéressant d'avoir quelques enseignantes et enseignants qui ont des parcours un peu différents. Moi, comme M. Glana, je pense que nous, on a des exemples types, CO, école normale, enseigner, haute formation complémentaire, etc. Et Dieu sait si c'est intéressant parfois d'avoir des personnes qui ont un autre regard, qui ont un autre parcours et qui viennent à l'enseignement. Ça nous aide aussi dans les équipes enseignantes. Merci beaucoup. Question suivante, du coup. Je voulais poser la question en lien avec la formation en fait, des enseignants-enseignantes. Donc, ça rejoint un tout petit peu la question précédente. Mais dans un autre sens, est-ce que les enseignants-enseignantes sont préparés à la diversité
de notre société dans le cadre de leur formation ou dans le cadre de formation continue. Et puis notamment aussi à cet enjeu que Tania Auguet évoquait du lien entre l'école et les parents ou du lien avec les parents de l'élève. Merci beaucoup pour cette question. Qui est-ce qui peut répondre? Tania Auguet. Alors oui, mais pas assez. C'est toujours ça. Le problème, c'est que souvent, en formation initiale, les enseignants, dans mes cours, il y a aussi les enseignants en formation pour l'enseignement secondaire 1, et ils sont obligés de subir mes cours, mes deux cours pour eux. Et ils ne sont pas forcément au départ demandeurs de ces questions-là, parce qu'ils ont d'autres soucis, plus liés à la didactique, de savoir comment enseigner telle branche, etc. Donc, certains arrivent avec déjà des questionnements et une envie d'aller plus loin, et ça fonctionne. Et d'autres, c'est vraiment pas leur souci. Et donc, il faudrait accroître effectivement plus dans la formation initiale, mais plus en lien avec des pratiques, avec les stages, par exemple, pour que ce soit vraiment articulé avec les expériences qu'ils font sur le terrain. Et puis ensuite, après, il y a la formation continue. La formation à la diversité culturelle, à l'interculturalité, c'est pas forcément très agréable, en tout cas pas dans la perspective critique, de se remettre en question. Donc, dans la mesure, tant que les enseignants ont le choix de quelle formation continue ils font, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de formations continues qui sont proposées sur ces questions-là, qui n'ont finalement pas lieu par manque d'inscrits, parce que les enseignants ont d'autres priorités, ou peut-être parce que ça leur est pas très agréable qu'on les incite à réfléchir, peut-être à s'interroger sur leurs préjugés, sur leur ethnocentrisme, pour reprendre un terme que j'utilise beaucoup. Donc oui, il y a beaucoup de choses encore à faire dans la formation. Après, elle n'est pas extensible non plus à l'envie. Donc on devrait réussir à mieux coordonner et mettre ensemble, parce qu'on ne peut pas toujours ajouter encore des choses dans la formation. Mais c'est clair qu'il y a du travail à renforcer là-dedans. Oui. Merci beaucoup pour cette réponse et cette question. Il y a encore une question dans le public. Et oui, merci. Je voudrais revenir dans les questions des horaires. Vous avez dit que la société doit changer. Et je suis tout à fait d'accord. Elle doit changer dans quelques sens. Mais je voudrais savoir si, dans ces questions des horaires, vous avez pris le point de vue des enfants. Parce que pour un enfant qui va à la crèche de peut-être 9h à 5h, 3, 4 ou 5 jours par semaine, c'est vraiment difficile d'aller à l'école, plus à 2 ou 3 endroits différents la première année de l'école. Et vous avez aussi dit que l'école, ce n'est pas une garderie, mais je crois que l'école, c'est vraiment très grand, où les enfants peuvent apprendre un peu de tout. Ce n'est pas qu'apprendre, ils peuvent jouer, ils peuvent faire beaucoup de choses qui comptent aussi pour leur apprentissage. Et vous avez aussi dit qu'ici en Suisse, il faut du temps pour changer. Et je me demandais si vous savez maintenant qu'il y a ce problème, pourquoi est-ce que vous ne voudrez pas commencer à changer maintenant afin que ça change peut-être dans quelques années. Merci. Merci. Hugo Stern. Oui, alors pour que ça change, il faut s'activer au niveau politique, c'est-à-dire il faut écrire, il faut ameuter un petit peu des députés pour leur dire mais écoutez, ça ne va pas, parce que c'est vrai que nous on est pris dans une quantité de priorités, vous avez entendu tout à l'heure, hein, il y a
l'école inclusive, c'est vraiment une chose à laquelle on croit, pour laquelle on met beaucoup de soins. On a l'arrivée du numérique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veut pas, un numérique un peu raisonné et raisonnable, mais la volonté politique, elle est très ferme. Donc, pour faire avancer une chose comme ça, il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique. C'est-à-dire qu'il faut activer vos associations de parents, il faut contacter des députés et faire bouger les choses. Je dirais que c'est le moyen le plus rapide, parce que chez nous, dans l'ordre des priorités, ce n'est pas ce problème-là qui sort en premier. Ça, c'est un problème qui sort dans l'organisation familiale chez vous. Et puis nous, on l'observe, on l'entend, mais ce n'est pas le premier souci qui va venir dans nos priorités. Donc je pense qu'il faut activer pour que ça bouge, et puis qu'il y ait une vraie volonté politique qui se lève pour faire bouger ces choses-là. Parce que nous-mêmes, on ne va pas pouvoir le faire de cette manière-là. Et puis maintenant, j'oublie votre deuxième question, c'était si on tient compte des envies aussi des enfants, si je ne me trompe pas, par rapport à ce changement entre peut-être la crèche. Alors, c'était un peu, de manière un peu paradoxale, mais c'était un peu l'idée d'aller très progressivement avec la 1H, et puis c'est cet horaire-là qui pose justement beaucoup de problèmes aux familles. C'est-à-dire, on se disait, allons, on a un horaire dans notre canton qui est crescendo. On a 12 à 14 unités en 1H, 22 à 24 ensuite, 25, 28, puis après au CO, on a 33, 34, 35 unités de 50 minutes par semaine. Ça a été construit dans cette logique-là, mais effectivement, c'est souvent l'enfant qui est le dernier concerné dans tous ces changements-là. Actuellement, on réfléchit plutôt au contenu de la grille horaire, c'est-à-dire comment faire plus de sens à l'intérieur de la grille horaire, parce qu'on a encore ce morcellement des disciplines qui est encore assez fort dans l'école, et ça aide pas forcément. Quand je vous racontais tout à l'heure l'histoire des apprentis pour lesquels on essaye de trouver des tâches un peu complexes comme ça, mais qui ont du sens pour eux, qui vont aboutir à un résultat, quelque chose de concret, de visible, eh bien c'est un peu cette même idée dans la grille horaire. Nous maintenant on réfléchit, parce que chaque fois on arrive politiquement avec des nouvelles demandes. Il y a quelques années il fallait l'anglais au primaire. Alors on prend notre chausse-pied, là, et puis on essaye de mettre 1 heure d'anglais quelque part dans la grille horaire. On pousse d'autres choses, on enlève un petit peu de quelque chose, et cette logique-là, elle est arrivée à sa limite. Maintenant, éducation numérique, 7-8 tâches, il va falloir mettre une unité pour toute la Suisse va faire ça, toute la Suisse romande en tout cas. Eh bien, on fait quoi? Est-ce qu'on coupe 1 heure de français? Non, on ne touchez pas aux arts, touchez pas à la géographie, aux sciences, il n'y en a pas assez. Donc cette difficulté-là, cette vision un peu par petits morceaux, ça c'est l'intérêt de l'élève, je pense, qu'on rejoint là. Ça ne change pas la grille horaire, mais ça change le contenu et la manière d'articuler les apprentissages qui devraient être beaucoup moins morcelés. Ça, c'est notre boulot pédagogique de nous atteler à cela. Par contre, les aspects sociaux, sociétaux, ça je pense qu'il faut il faut nous en parler, c'est très bien, mais il faut aller activer des politiques pour que ça change. Merci beaucoup pour cette réponse, et ce sera sur cette réponse qu'on va s'arrêter. On l'a vu durant cette discussion, ces échanges entre nous tous. Il y a des choses à faire, il y a aussi des freins à ces collaborations, ces liens, ces bonnes ententes entre les parents et les enseignants. Peut-être qu'on se retrouvera dans quelques temps pour en rediscuter, pour se dire « Ah ben tiens, voilà, il y a ça qui a changé ». Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire, on le voit. Certains enseignants peuvent amener des initiatives, comme vous le disiez, Samuel Glana, dans votre école. Les parents peuvent aussi faire un pas vers les autres. C'est vraiment un travail de collaboration. Ça prendra le temps que ça prendra, mais probablement qu'un jour, on arrivera à quelque chose qui fonctionnera parfaitement bien. Merci à vous tous d'avoir participé à ce café scientifique. Merci aussi à vous toutes et tous dans le public d'avoir écouté attentivement, d'avoir posé vos questions aussi. Et puis, on espère que vous avez quand même passé une bonne soirée. Merci Lauriane, merci à nos invités d'avoir répondu à toutes ces questions, et puis félicitations à vous toutes et tous pour vos capacités transversales, non seulement dans le dialogue, mais également au niveau des capacités numériques, parce que c'est le café scientifique de l'année qui a eu le plus de questions en ligne. Donc on voit que les gens concernés par l'enseignement se débrouillent depuis le Covid, en tout cas, super bien. Donc on a tout compris. On ne se quitte jamais ici sans une petite page de pub, on vous l'a dit, c'est le
dernier café scientifique de l'année. Sur vos tables, vous trouvez de quoi vous tenir au courant un petit peu de l'actualité de l'Université de Fribourg. Vous avez notre magazine scientifique, vous avez Alma et Georges, notre magazine en ligne. Si vous avez envie de voir un petit peu ce qui s'étudie, ce qui se passe sur notre campus, j'aimerais encore attirer votre attention sur 3 petites choses. Si vous voulez connaître le programme que nous allons mettre en place pour l'année prochaine, parce qu'on va se quitter et moi je vais me plonger dans le concoctage, la mixture du programme de l'année prochaine, vous avez un QR code et vous pouvez vous inscrire à une newsletter qui vous sera envoyée dès que ce sera prêt à la fin de l'été. Un événement qui me tient, 2 événements qui me tiennent extrêmement à cœur. Le premier a lieu demain sur cette même scène. C'est quelque chose de très ludique, de très amusant et vraiment de très sympa que j'ai un plaisir énorme à monter chaque année. C'est le Science Slam. 10 doctorants qui ont 5 minutes pour vous présenter, cette fois en allemand et en anglais, leur sujet de thèse. Je vous garantis que c'est passionnant, c'est fun et vous pouvez élire votre candidat préféré sur place ou en ligne, donc gardez la dynamique, continuez à nous suivre. Et puis, un événement dont vous ne trouverez pas la publicité sur la table, mais qui me tient aussi très très à cœur, réservé le 23 septembre, le samedi 23 septembre, puisque l'université vous offrira sa 4e journée porte ouverte sur le campus de Pérols. C'est l'occasion vraiment de découvrir les dessous de l'université, de voir ce que nos chercheurs font, ce que les doctorants font, ce que les étudiants font. Et c'est vraiment une journée sympa, passionnante, où on pourra manger, boire, discuter, échanger, et ça vaut vraiment la peine d'y participer. En attendant, on peut se retrouver juste à la sortie pour poursuivre cette discussion de manière moins formelle. Il y a quelques chips, quelques grignoteries qui vous attendent, et nous pouvons encore partager un verre. Je vous souhaite une bonne soirée, tout simplement.